Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de l'année 2025 pour notre Chaos Global, le journal télévisé du Courrier des Stratèges. Nous allons vous dire l'important de l'actualité de la semaine. On va vous parler aujourd'hui d'implosion. On va faire un petit exercice de prospective sur 2025. On va vous parler de l'implosion de l'Occident, de l'implosion de l'Europe, de l'implosion de la France, qui sont des perspectives plausibles pour l'année 2025. Et on va essayer de vous décortiquer tout ça. Mais évidemment, j'en profite pour faire nos petits rappels d'actualité. D'abord, ne manquez pas de vous abonner. Si vous vous abonnez cette année avant le 28 février, eh bien, on vous rappelle que le Courrier des Stratèges, ce n'est pas seulement une émission sur YouTube, c'est un journal en ligne que vous pouvez consulter, lecourrierdesstratèges.fr. Si vous abonnez à ce journal avant le 28 février, vous aurez droit à une soirée gratuite au mois de mars que nous allons organiser avec nous et une personnalité que nous inviterons qui viendra vous parler en petit comité ou pas. C'est à vous de nous dire. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez vous abonner à notre fil Telegram dont l'adresse est ci-dessous et qui vous donne une espèce de compilation permanente sur l'actualité, sur l'important de l'actualité, gratuitement bien entendu. Puis vous pouvez vous abonner à la chaîne patrimoine du Courrier des Stratèges, chaîne sur YouTube, où nous vous donnons des conseils patrimoine. On va en sortir là plusieurs, on en a parlé de l'or, de l'augmentation des coûts de l'or. Florent Machabert vous parle aussi très souvent d'actualités extrêmement importantes. Je vais vous parler prochainement du livret A, des placements à faire pour 2025. Moi, j'ai eu plusieurs questions de personnes qui m'ont dit j'ai 150 000 euros à placer quelque part après une vente d'appartement, de trucs, de machin. Qu'est-ce que je peux faire? Nous allons utiliser le mois de janvier pour répondre à ces questions en vous donnant des idées, bien entendu. Vous restez libre d'agir comme vous le voulez. Et puis, rejoignez-nous pour défendre notre dossier sur la question prioritaire de constitutionnalité que nous voulons déposer pour faire annuler l'article 4 de la loi spéciale qui permet à la sécurité sociale d'emprunter sans limite. Retrouvez ça sur le fil Telegram Raquette Fiscale. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à toutes ces propositions que nous vous faisons. Tu as oublié le plus important, meilleurs vœux. Et meilleurs vœux, évidemment. On vous l'a présenté plein de fois, mais meilleurs vœux à tous ceux qui nous regardent, et puis plein de santé, de prospérité, votez bien plusieurs fois, préparez vos fourches pour les jacqueries, les révoltes, les prises de 14 juillet qui s'annoncent pour cette année. Mais pour nous mettre en train, parce qu'Édouard est un peu malade, et il a trop abusé des fêtes. C'est fatigant les vacances. C'est très fatigant. Mais surtout que tu étais à l'étranger. J'étais en Autriche, j'étais à Vienne. Bon, voilà, ils vont à l'étranger, donc évidemment. T'es allé fêter... Le réveillon du Nouvel An à Vienne. J'ai dansé la valse sur le Graben. Dis donc, mais alors, est-ce qu'on a une photo de toi en culotte de peau? Non, je mets pas la culotte de peau parce que je n'essaye pas de faire comme les gens sur place. Non. Et puis en plus, Vienne, c'est plutôt le Loden. Bon, on fera un cours sur les différences sociales dans l'Empire des Habsbourg, voilà. Comme dit Ulrike Reisner, que vous pouvez retrouver sur le courrier. Je voulais commencer pour nous mettre en condition par une bonne provocation. Tu as vu que Macron, on commence par nos implosions, mais dans les implosions, tu as vu que Macron vient de dire à nos ambassadrices et ambassadeurs que Elon Musk était à la tête d'une internationale réactionnaire. Et il n'a pas eu un autre mot. C'est ce que j'ai retenu. Bon, une internationale réactionnaire. Alors, pourquoi Macron dit que Musk est à la tête d'une internationale réactionnaire? Alors, Musk se mêle actuellement beaucoup de ce qui se passe en Europe. Il organise, je crois que c'est imminent, un espace X avec Alice Weidel, qui est la présidente SpaceX, avec donc la coprésidente de l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, le parti conservateur allemand que certains aiment bien qualifier d'extrême droite.
Donc on redit que AfD, c'est Alternative für Deutschland. C'est un parti qui s'est créé en 2013-14, puisqu'à l'époque, Madame Merkel expliquait aux Allemands qu'il n'y avait pas d'alternative. Et donc c'est une alternative qui ne s'est pas installée à gauche. Ça, c'est Sarah Wagenknecht, qui a créé son propre parti, qui fait de la concurrence maintenant à Olaf Scholz, le chancelier, mais qui s'est installé à droite de la CDU. Et la CDU, d'ailleurs, qui a été très désemparée pour s'opposer à ça, puisque... On peut même dire que ça... Je te coupe. Oui. On peut même dire que c'est à droite de la CSU. Et c'est à droite de la CSU, effectivement. Pour mémoire, la CSU, ce sont les chrétiens démocrates bavarois, qui s'appellent chrétiens sociaux. Qui sont un peu plus à droite que les... Le ministre-président de Bavière, pendant de longues années, entre les années 60 et les années 80, Franz Josef Strauss disait « Il ne doit rien y avoir à droite de la CSU ». Ce qui était assez clair. Au moins, on comprenait ce que ça voulait dire. Et sauf que Mme Merkel a laissé s'installer une force. Alors, une force sur laquelle on pourra peut-être parler un jour. Il y a à boire et à manger. Il y a des gens remarquables, il y a des gens plus douteux, il y a des nostalgiques de certaines périodes de l'histoire allemande. Il y en a d'autres qui sont au contraire des nostalgiques de Bismarck et de l'alliance avec la Russie. Et puis il y a des petits patrons aussi qui trouvent que les charges sont trop élevées. C'est un peu le pot pourri de tous ceux qui veulent être contre les partis établis, mais qui sont à droite. C'est le Front National de Jean-Marie Le Pen. C'est le Front National de Jean-Marie Le Pen, effectivement, et avec plus de soutien dans une partie du patronat. C'est ça la différence. Oui, mais parce que le patronat allemand est plus décomplexé. Au fond, le patronat allemand n'a pas caché qu'il avait collaboré, alors que le patronat français, souvent, si. Et puis le patronat allemand est moins socialiste. Oui. Le patronat français aime bien finalement l'État-providence à la française, du moment qu'il, lui, paye le moins possible d'impôts, et en délocalisant son activité, il aime bien, comme ça, la population française se tient tranquille. Alors que le patronat allemand, lui, a une autre vision. Il a une vision, il y a un vrai patriotisme économique, il n'y a pas besoin de grandes déclarations en Allemagne. Le patriotisme économique est là. Sauf que les patrons allemands n'ont pas eu le courage de s'opposer à la politique de Scholz, d'alliance avec l'Ukraine contre la Russie. Et donc aujourd'hui, le patronat allemand souffre de l'augmentation des tarifs de l'énergie de 30% à peu près. Et donc, Madame Weidel en particulier a beau jeu de dire si vous votez pour nous, on fera la paix rapidement avec la Russie, on essaiera de retrouver un accord. Alors, puisqu'on s'est mis à parler de l'Europe, on reviendra au monde occidental en général, et on terminera par la France. Puisqu'on s'est mis à parler de l'Europe, parlons quand même de l'Allemagne, parce que si tu incrimines Scholz et sa politique pro-américaine, pro-ukrainienne, pro-Zelensky, mais quand même les patrons allemands, ça fait un certain nombre d'années qu'ils se font avoir, notamment parce que ils ne se sont pas opposés à cette décision lunaire, tellement lunaire qu'elle en devient suspecte, d'Angela Merkel de sortir du nucléaire. Oui, en 2011. En 2011. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Allemands sont devenus dépendants ils l'étaient déjà largement, mais ils sont devenus dépendants de tout le monde en matière énergétique. Et alors, ils avaient un dernier atout qui était le gaz pas cher venu de Russie, et ça, ils l'ont perdu. Donc c'est ça le cœur de la crise allemande. Le système allemand tenait par deux piliers. Le premier, c'était la délocalisation d'emplois extrêmement intelligemment faite pour le début de la chaîne de production. La fin, l'assemblage se faisait en Allemagne et se fait toujours en Allemagne, mais le début se faisait en Slovaquie, en Hongrie, en Pologne, voire en Ukraine. Ils ont perdu la main-d'œuvre ukrainienne, très très bon marché. Il faut voir ça. Bon. Et le deuxième secret, c'était le gaz russe à un prix défiant toute concurrence, puisque Poutine, dans la vieille tradition de Pierre le Grand, voulait une alliance économique très solide avec l'Allemagne. Alors ils ont perdu ces deux choses-là. Il y a un troisième secret. Ouais. Et je vais encore faire une petite provoque, parce que les secrets vont toujours par trois. C'est quand même cette décision, là aussi, même plus lunaire, mais martienne, de la Commission européenne d'interdire la production, enfin la vente de nouveaux véhicules thermiques à partir de 2035, qui était une façon d'étrangler l'industrie
automobile allemande dans sa cellule, puisque c'est vraiment là qu'on a fait le jeu que l'Allemagne, et qui plus est avec une présidente de la Commission allemande, conservatrice, Ursula von der Leyen, cette Europe, elle a fait le jeu de l'industrie chinoise contre l'industrie allemande. Oui, et c'est là que, quand on connaît un peu l'histoire allemande dans la durée, les Allemands peuvent être très pragmatiques, mais ils peuvent être aussi totalement idéologues. Et en fait, ce qui se passe depuis que Scholz est chancelier, c'est que Scholz doit se battre avec une présidente de la Commission qui est totalement idéologue. Et ça donne le résultat qu'on voit. Alors, je reviens à Musk. Musk, effectivement, est très pervers, puisqu'il a bien compris que, en fait, l'AfD est un danger pour la politique de Trump, pour la politique des États-Unis, puisque l'AfD veut la paix avec la Russie. Et on se rappelle que la vieille obsession des républicains comme des démocrates, c'est d'empêcher l'alliance entre l'Allemagne et la Russie, l'alliance économique. C'est pour ça qu'ils ont déclenché la guerre d'Ukraine largement. Et donc, Musk, je ne sais pas s'il a le sentiment d'être manipulé ou s'il le fait de son plein gré, en fait, il veut neutraliser l'AfD. Il la monte en épingle, mais ce qu'il espère, c'est qu'en retour, Madame Weidel sera beaucoup plus intéressée par discuter avec Monsieur Trump, et donc par acheter du gaz naturel liquéfié américain, que discuter avec Monsieur Poutine. Alors, on redira 3 mots tout à l'heure de ça, mais ce que tu nous dis, c'est qu'au fond, il y a une stratégie de la sphère Trump pour neutraliser les anti-américains de droite en Europe. Vous êtes de droite, c'est bien, nous aussi, mais en revanche, vous ne pouvez pas être de droite et anti-américain en politique étrangère. Voilà, c'est ça le raisonnement. Est-ce que c'est comme ça que... est-ce que c'est la même stratégie qui guide Trump vis-à-vis de Giorgia Meloni, qui est devenue la chouchoute des Trumpistes? Alors, la différence, c'est que Giorgia Meloni a toujours été atlantiste. Elle a en particulier été extrêmement poussée par l'Institut Aspen, qui est un institut de la nébuleuse néoconservatrice, peut-être pas le plus radical, mais malgré tout, il a les 2 pieds dans la nébuleuse, et si j'ose dire. Et donc Giorgia Meloni, c'est une cause acquise. Ce qui est plus compliqué pour Trump, c'est l'AfD ou c'est Orban. Alors, sur Orban, il se cassera les dents parce que Orban lui dira toujours oui, je suis atlantiste, et puis en même temps, il ira toujours voir Poutine ou Xi Jinping quand il a envie d'aller les voir. Et d'ailleurs, les deux ont une porte ouverte en permanence pour lui. Donc c'est ça qui est difficile pour Trump. C'était éventuellement aussi Marine Le Pen, sauf qu'il semble bien que le Rassemblement national ait été largement absorbé par la galaxie trumpiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vu le jeune Jordan Bardella, pendant la campagne des législatives, devenir d'un atlantisme qui n'était pas dans la tradition du parti depuis que Marine Le Pen en avait pris la présidence. Bon, le moment venu, on fera une émission sur le Rassemblement national. On fera. Bon, c'est trop tôt. Peut-être. Et donc, en tout cas, d'ici là, Giorgia Meloni, on en a parlé avant les vacances, mais elle sert quand même la soupe de la vassalisation du mouvement conservateur européen et en partie souverainiste, c'est de la vassalisation par les États-Unis et par Trump en particulier. Alors, il ne faut pas oublier qu'elle est italienne et que les Italiens s'en tirent toujours, c'est-à-dire qu'en général, ils disent oui, et ils jouent le jeu de l'alliance avec le plus fort, et puis ils finissent toujours par trouver la porte de sortie, la petite porte dérobée. C'est des malins, tu veux dire. Voilà. C'est pas des Français. Pour donner un exemple, le patronat italien vient d'organiser à la Scala de Milan une représentation du Casse-Noisette de Tchaïkovski, le ballet de Tchaïkovski. Bon, quand on se rappelle que Noisette, c'est Oreshnik, et que Oreshnik, c'est le missile qui a été envoyé. Ils sont allés jusque-là. Ah, ils sont subtils, il faut pas les sous-estimer. T'étais invité ou pas? Non, mais j'ai entendu parler de ça, et c'est très intelligent. C'est un vrai clin d'œil. Mais bon. C'était surtout très prémonitoire de la part de Tchaïkovski. Voilà. Donc les Italiens, ils s'en tireront toujours. Ils ont toujours enlisé leurs envahisseurs successifs.
les Allemands, les Français, les Espagnols, les Allemands à nouveau, les Américains. Bon, en revanche, les dindons de la farce, ça pourrait très bien être la droite française, effectivement. Peut-être aussi la droite allemande, si l'AfD se laisse emberlificoter, parce que on dira oui, on sera des bons petits soldats, puis on sera très fiers d'être reçus par Trump, quelquefois peut-être à Mar-a-Lago. Parce que d'ailleurs Mélanie est à Mar-a-Lago. Voilà. Mais c'est tout ça. Tout ça n'est pas très sérieux au sens où ce sont quand même les intérêts de l'Europe et l'avenir de l'Europe qui est en jeu. Mais je dis chapeau aux États-Unis, et que Musk ait conscience ou pas d'être le pion d'un plus grand jeu qui le dépasse, il joue très bien sa partition. Ça c'est évident. Alors Musk ne s'en est pas pris qu'à la politique allemande, puisqu'il a eu des mots pas sympas pour Scholz. Oui. Il s'en est pris aussi à Nigel Farage. Oui. Et à Keir Starmer, oui, qui est le Premier ministre britannique. Alors, Starmer, on comprend, puisque c'est un travailliste. Il a dit quoi, Starmer ? Il reproche à Starmer d'avoir fait arrêter des gens qui avaient publié sur X des posts qui étaient très anti-musulmans, et Starmer a fait mettre des gens en prison. Il faut voir, mais voir pour une durée longue, hein. Oui, il faut voir dans quel Occident on vit. La Grande-Bretagne, l'Angleterre, qui a inventé l'habeas corpus, qui est vraiment le fondement des libertés modernes, c'est le pays aujourd'hui où si on dit un truc, alors je ne vais pas justifier des propos racistes, mais est-ce que la liberté d'expression c'est sacré ou pas ? C'est vraiment la question. En tout cas, mettre quelqu'un en prison pour 18 mois de mémoire, pour des écrits... pour un poste. Des écrits sur des réseaux sociaux. Plein de gens nous disent les réseaux sociaux, ça peut conduire en prison. Et ce qui était reproché, si j'ai bien compris, en tout cas, c'est qu'en même temps, il y a une forme de laxisme de la justice britannique vis-à-vis d'un certain nombre d'actes de préjudice corporel. Effectivement. Puis par ailleurs, il y a cette histoire du gang des Pakistanais organisant des rapts et des viols de jeunes filles. Alors là, il y a quelque chose sur quoi je m'interroge, c'est que pour des gens comme toi et moi qui avons de bons systèmes de veille, ce sujet-là, il est connu depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Et sur des sites internet pas conspirationnistes mais bien informés, etc. Pourquoi est-ce que ça sort maintenant ? C'est-à-dire pourquoi est-ce que Musk donne une publicité à ce sujet-là maintenant ? Moi j'ai pas de réponse, hein, mais voilà. Alors l'autre chose qui est étonnante, c'est qu'en même temps Musk en profite pour s'en prendre à Nigel Farage. Alors on rappelle, Nigel Farage, c'est vraiment l'âme du Brexit, c'est celui qui a fait sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne. C'est en particulier à cause de ses bons contacts au sein du patronat britannique, il a monté une coalition de patrons britanniques hostiles à la présence dans l'Union européenne, et quand les conservateurs, Theresa May, même Boris Johnson, étaient un peu flageolants, il les a mis sous pression telle que le vote du peuple britannique a été respecté. On ajoutera que Nigel Farage s'est à l'époque beaucoup appuyé, même si c'est une histoire qui reste à écrire en partie, même il y a des données publiques, il s'est appuyé sur Steve Bannon et sur Donald Trump pour influencer l'opinion, et notamment avec les techniques Cambridge Analytica et autres. Bien sûr. Et alors, que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce que Musk, tout d'un coup, lui reproche de ne pas avoir été assez en pointe sur l'histoire du gang des Pakistanais et des viols, je crois que c'est à Birmingham et dans la région. Pourquoi ? C'est parce que effectivement, Farage, si on devait le situer dans un spectre franco-français, il est plus proche du gaullisme historique que du Rassemblement national. Il est plus intéressé par les questions de souveraineté, de droit du Parlement britannique, que par les questions, par le débat ethno-culturel. Est-ce qu'un tel a violé parce qu'il était musulman ? Et Musk lui reproche de ne pas avoir dénoncé l'emprise de l'islam sur la société britannique. Alors que c'est un tout autre sujet. Le problème des Britanniques, c'est le communautarisme, et c'est le fait qu'il n'y a pas d'assimilation des gens venus du Pakistan ou d'autres régions. Mais ça n'a rien à voir avec la question du gang des Pakistanais. Je veux dire, les Pakistanais sont des criminels récidivistes et qu'on a laissé faire.
Voilà, ça c'est le sujet, peu importe leur affiliation ethnoculturelle. Et bien Musk attaque là-dessus. Et alors, ça pose vraiment la question de savoir si la question, ce que j'appelle moi le débat ethnoculturel, n'est pas l'instrument des Américains pour empêcher l'émergence d'une droite européenne indépendante. Alors, tu vas compléter ce que tu vas dire, mais je voudrais juste insérer une toute petite note en bas de page. J'y reviendrai dans les semaines à venir, mais en fait, c'est presque une digression. Vous savez que le système de santé britannique ressemble au système français. On a l'idée que les Britanniques, c'est le pays du néolibéralisme. Pas du tout. La Grande-Bretagne a un système hyper étatiste et centralisé de santé, le NHS, National Health System, et qui est en crise, comme en France. Tout ce qui est centralisé, monopolistique, public, est en crise parce que ça ne marche pas. Et Keir Starmer a sorti un plan en plus de 100 actions ce matin sur le sauvetage du système britannique. On y reviendra parce que c'est un plan qui est assez intéressant, même si moi je suis convaincu que la seule façon de régler les problèmes d'accès à la santé, c'est de privatiser largement, parce que faut laisser les gens se démerder pour s'organiser au lieu de penser que 10 cerveaux dans un ministère, 10 énarques sont capables de penser mieux que 68 millions de personnes. Dans le sujet. Continuons quand même sur cette affaire. Dans la pratique, pourquoi tu nous dis que Musk, au fond, la stratégie trumpiste est d'étrangler, d'étouffer, de castrer le souverainisme européen? Alors, pour une raison très simple, c'est que objectivement, les défis que pose la présence d'une immigration massive sur le sol européen, dans toutes nos nations, sont bien plus importants que ce qui se passe aux États-Unis. Je ne veux pas minimiser la question des latinos, etc. Mais la réalité, c'est que les latinos s'intègrent très bien. En revanche, on voit bien comment l'Allemagne a des problèmes d'intégration, la France peut en avoir pour des raisons économiques, il y a eu des débats en Italie, etc. Et donc, le grand sujet, c'est précisément de sortir de la vision anglo-américaine que j'appelle ethnoculturelle. C'est-à-dire de regarder l'origine des gens. Non, quand on est français, quand on est italien, on est des héritiers de Rome, et ce qu'on regarde, c'est d'abord est-ce que les gens peuvent devenir de bons citoyens, quelle que soit leur origine ethnoculturelle. Bon, et on comprend très bien que pour les États-Unis, c'est gênant, parce que si l'intégration, l'assimilation même, employons un gros mot, se passe bien, qu'elle soit voulue ou pas dans les pays européens, à ce moment-là, ces pays vont être sous l'influence de gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'Afrique ou qui viennent d'Asie, et qui n'ont pas du tout la vision américaine des relations internationales. Et ça gêne les Américains. Parce que, au fond, si on fait un sondage dans la population française d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, il est bien évident que pour cette population-là, Poutine est un héros. Il tient tête aux États-Unis. Bon, il n'y a même pas besoin de faire son âge, mais en plus, le renseignement intérieur français a fait des enquêtes, et ils n'osaient même pas envoyer les résultats à l'Élysée, tellement le résultat était terrible pour la politique étrangère française. Moi, je comprends très bien la stratégie des néoconservateurs ou des Trumpiens, parce que c'est pas la même chose que les néoconservateurs, et qui disent on va actionner l'anti-islam, on va actionner le débat ethnoculturel, ces gens-là sont-ils capables de s'intégrer? Parce que comme ça, on est sûr que la synthèse ne se fait pas, qui permettrait à la France, par exemple, d'avoir une politique indépendante. On y reviendra un jour. Non, je dis ça parce que moi, je crois que la bonne solution, c'est le jus gentium des Romains. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait reconnaître une forme de citoyenneté à certains, mais qui ne soit pas une citoyenneté. C'est comme l'adoption. Il peut y avoir l'adoption simple et l'adoption de plein droit. On y reviendra. Mais moi, je me place au moment de l'édit de Caracalla en 212. Quel baratineur. Bon, alors, on en vient donc à parler. Donc, l'Europe est sur une mauvaise pente, puisqu'on voit bien qu'il y a des tensions internes qui vont rendre compliquée la vie européenne. On n'a même pas parlé de l'affaire de Zelensky, qui n'a pas renouvelé la convention de transit du gaz russe vers la Slovaquie notamment, et qui va nous poser des problèmes insurmontables. Mais on voit bien que l'Europe est soumise à des tensions. On parle de Musk. Musk, comme tu le dis toi-même, jette de l'huile sur ces tensions et fait chauffer la casserole, si j'ose dire. Mais on a en même temps
une situation où globalement l'Occident lui-même est en situation d'affaiblissement. Et dans quelle mesure, c'est ce que disait Éric Denessé dans une interview qu'il nous a donnée, il y a un effet Bélisaire, donc du nom d'un général constantinopolitain qui avait en partie reconquis l'Italie sur les barbares, et puis ces conquêtes sont tombées une fois que Bélisaire est mort. Et Denessé parle d'un effet Bélisaire de Trump. Musk en est l'un de ses visages, on reprend les choses en main. Beaucoup nous ont dit Trump va arriver au pouvoir et vous allez voir, il va faire la paix dans le monde, il va régler tous les problèmes, les enfants vont être heureux, auront plein de cadeaux à Noël grâce à lui. On voit que finalement, Musk, il est très interventionniste et il affirme un impérium américain plus intrusif, plus direct, plus autoritaire que l'impérium de Joe Biden ou des néoconservateurs. Il sera moins militaire, mais il ne sera pas moins intrusif. Je crois que c'est ça qui... Trump, oui. Et c'est ça que l'attitude de Musk nous montre. Alors, ne nous faisons pas d'illusions. Celui qui a été élu, c'est Trump. Le jour où Trump dit à Musk tu rentres chez toi, je sais bien que Musk pèse 400 milliards. Et quand même des dons très importants, plusieurs dizaines de millions de dollars dans la campagne de Trump. Mais Trump, malgré tout, c'est lui le président. Donc c'est lui qui a la légitimité. Mais moi, je suis intéressé de voir qu'il joue le même rôle que Bannon a joué au début du premier mandat de Trump, et que c'est une espèce de tête chercheuse, de provocateur, qui permet à Trump de tester les réactions des uns et des autres. Je continue par aller plus loin. On notera que Steve Bannon s'appuyait sur des transferts de données illicites de Facebook, transferts de données venus des réseaux sociaux pour construire une propagande. Musk lui-même dispose de données extraordinaires sur les gens grâce à X. C'est fait au grand jour. C'est la différence, c'est que ça n'est pas fait de manière cachée, comme avec Cambridge Analytics. C'est fait au grand jour. Alors, qu'il y a un conflit d'intérêts, c'est évident, mais on ne peut pas dire qu'on ne le voit pas. Est-ce que ça signifie que, au fond, quand Trump dit « Make America Great Again », il va faire en fait America over the world, all over the world. Et est-ce qu'au fond, il est en train de rétablir un empire américain, ou bien est-ce que c'est de pure illusion, et est-ce que, comme le suggérait Denessé, ça cache temporairement un reflux de l'Occident dans le monde? Alors, je pense que Trump n'a pas changé depuis son premier mandat. Et quand on regarde son premier mandat, l'idée était les démocrates et les républicains rhinos, les républicains d'étiquette, mais pas de substance, ont raté, les néoconservateurs ont raté la domination du monde. Et moi, qui suis un jacksonien, dit-il, qui croit plus au commerce qu'à la guerre, je vais résoudre tout ça. Alors, effectivement, il y a un fil directeur de la politique de Trump pendant son premier mandat, c'est le soutien au dollar. Parce que Trump a certainement des défauts, mais il a une énorme lucidité. Il sait depuis très longtemps que le dollar est fragile. Et son problème au début du deuxième mandat, c'est qu'entre-temps, il y a eu Biden. Et que Biden a encore plus détérioré la situation du dollar, en particulier avec les sanctions anti-russes, qui ont conduit un certain nombre de pays à se défaire de leur dollar en disant « mais ça y est, si demain je suis pas d'accord avec les États-Unis et que j'ai des actifs en dollars importants, je vais être sanctionné. Donc, surtout pas. » Et le grand défi pour Trump, et là je rejoins par un autre chemin la thèse de Denessé, c'est que je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il s'en rende compte, de l'ampleur du déclin américain pendant les 4 ans où il a quitté les affaires. Et ça va être son principal défi, parce que il va aller voir Poutine, et Poutine, il a l'Oreshnik, le missile hypersonique qui de toute façon rend la Russie de facto invulnérable. On en reparlera. J'ai beaucoup lu pendant les vacances sur le sujet, chez des gens sérieux. Et donc ça, c'est une chose. Mais il a aussi une armée qui, sur le terrain, a appris à faire la guerre moderne et qui est en train de gagner la guerre d'Ukraine. Il a les BRICS avec un sommet de Kazan qui a été extrêmement fructueux pour lui et où il apparaît comme le leader, on va dire le primus inter pares d'un nouveau monde alternatif au G7, voire au G20.
Bon, et Trump, face à ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire je suis américain, donc vous les Russes, vous devez tenir compte de ce que je vous dis. Poutine va dire moi, si c'est pour me faire du Biden bis, c'est pas la peine, et il va continuer la guerre. Et ça va être difficile pour Trump. Bon, on fera une émission. On voit Thierry Meyssan mercredi. Ce serait bien qu'on fasse une émission BRICS et Occident en 2025, puisqu'on avait dit qu'on parlerait du sommet des BRICS, puis bon, il y a eu plein d'incidents, on ne l'a pas fait. Donc on va essayer de parler de ça, sachant que la semaine prochaine, le 15 janvier, Thierry Meyssan sera avec moi à Milan et je ferai sans doute l'entretien hebdomadaire depuis Milan. On se voit mercredi, on va parler de ces sujets. Mais la question est celle du reflux global de l'Occident dans le rapport de force avec les pays autres. Voilà. Je ne sais pas comment on les appelle, les pays autres. Avant, on disait les non-alignés ou le bloc soviétique. Alors, eux-mêmes se désignent volontiers comme le Sud global. Le Sud global. Mais c'est une expression, enfin, c'est un petit peu comme les non-alignés, c'est une expression oui, parce que mettre relève de la propagande. Dans le Sud global, c'est... Oui. C'est un exercice... ne sois pas européocentré comme ça. Oui, mais même quand même. Qu'est-ce que devient la France dans tout ça, puisqu'on ne peut évidemment pas évoquer tous ces sujets sans évoquer la question de la France à l'horizon 2025. Est-ce que ce pays existe encore en tant qu'État constitué et structuré? Alors, je pense que là, il y a toujours un donné, il y a toujours des réalités et des instruments. On l'a vu d'ailleurs avec Mayotte, on va y revenir, mais enfin la France est présente un peu partout dans le monde. On l'a vu cette année avec les Antilles, avec la Nouvelle-Calédonie, avec Mayotte, dont nos élites ne s'occupent plus, parce qu'ils ne savent pas, ou parce qu'ils méprisent, ou parce que, pour différentes raisons. Mais donc on a une présence sur tous les océans. Donc normalement on devrait être très à l'aise dans le nouveau monde où les BRICS jouent un rôle, puisqu'on est présent au large de l'Amérique, au large de l'Afrique, on est présent au large de l'Océanie, dans l'océan Pacifique, pas si loin de l'Asie, même si les distances sont gigantesques. Voilà, donc on a cet atout-là. D'autre part, on a l'héritage du général de Gaulle, avec un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc on aurait en fait toutes les raisons d'avoir une France qui se sente à l'aise dans le nouveau monde. Sauf que les dirigeants français d'aujourd'hui sont totalement soumis aux injonctions américaines ou euro-atlantistes. Mais pour moi, la Commission européenne n'est guère que le bras politique de l'OTAN aujourd'hui. Je vois pas ce que c'est d'autre. Et donc, on est dans une situation tout à fait paradoxale, puisque on aurait besoin comme jamais d'une politique indépendante et multipolaire, et on a une politique française atlantiste et soumise. C'est ça, à mon avis, qui est absolument terrible, avec le piège de la dette, puisqu'effectivement, un certain nombre de pays, d'institutions internationales nous ont laissé nous endetter. Mais bien sûr, mais vous avez raison, mais ah oui, vous êtes de bons élèves de la classe atlantiste, allez-y, endettez-vous. Les Allemands, d'ailleurs, ont fait ça très sciemment. Ils ont toléré notre endettement contre les critères de Maastricht, mais parce qu'en échange, ils nous ont demandé des abandons de souveraineté. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un gouvernement français qui est endetté, qui a toujours pas pu voter de budget, enfin, soyons sérieux. Si Macron, d'ailleurs, on l'a vu en pratique, quand Macron dit non, il faut pas être aussi agressif avec la Chine. Au bout d'une semaine, il s'est rétracté. Pourquoi? Parce qu'on lui dit, tu te rappelles ta dette? Tu veux qu'on dégrade la dette de la France? C'est aussi simple que ça. Alors, on en profite pour dire donc que vous n'avez évidemment pas manqué la question prioritaire de constitutionnalité que nous déposons pour faire annuler l'article 4 de la loi spéciale qui permet à la sécurité sociale de s'endetter sans limite, parce que la particularité que nous avons, c'est quand même que tout le monde parle de la crise des finances publiques qui est plus grave, en réalité beaucoup plus grave que celle de 1789, mais bon, c'est des petites choses, c'est matériel, ça n'intéresse personne, puis il y a de l'argent caché, baguette magique, on va le faire apparaître tôt ou tard, mais sur le fond, nous vivons quand même cette situation extraordinaire où nous ne sommes plus capables de limiter les dérapages budgétaires. On rappelle quand même qu'il y a eu un scandale début 2024 parce que le déficit budgétaire avait dépassé les 5% de PIB. En 2024, malgré ce scandale, fin 2024, le déficit budgétaire dépasse les 6% du PIB.
c'est-à-dire quand même 35 milliards de dépenses en plus. Et pour 2025, personne n'imagine qu'on va être capable de rétablir la situation. On fait voter des lois pour autoriser les bureaux, la bureaucratie, à endetter l'État sans limite. C'est quand même notre paradoxe, c'est qu'aujourd'hui nous vivons un rêve éveillé. C'est comme si on avait fumé des joints ou mangé des champignons hallucinogènes. Quand j'écoute plein de gens de gauche, y compris dans des gens qui prétendent comme dissidents, ils nous expliquent que les problèmes de la dette, c'est du pipeau, il faut plus de services publics, plus de fonctionnaires, plus de ceci, plus de cela. En réalité, c'est du rêve éveillé. Il va y avoir un atterrissage. Bah bien sûr. D'autant plus que, sans être méchant avec les gens de gauche, dont tu parles, je ne vois pas de Lénine parmi eux. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer de dire la dette, on s'en fiche, mais ça veut dire une dictature et de l'expropriation. Pourtant, ils sont infiltrés. Souvent. Voilà. Donc, il faut être sérieux. Je veux dire, c'est dans un cadre démocratique et fondé sur l'état de droit. Si tant est qu'il soit encore respecté en France, on n'a pas d'autre solution que de remettre le budget en équilibre. Et c'est un rêve éveillé avec, je dirais, on va dire le capitalisme de connivence, qui finalement s'accommode très bien d'avoir des avantages en France tout en gérant des actifs à l'étranger ou en laissant la dette française être achetée par des fonds souverains étrangers ou par voilà. On a d'autre part le grand alibi, c'est l'Europe. Alors au nom de l'Europe, ah oui, ça c'est génial, on a pu s'endetter beaucoup plus au nom de l'Europe, au nom de l'euro, qu'on ne l'aurait fait si on avait gardé le franc. Ça, il faut jamais l'oublier. Et donc, plein de gens, je ne vais pas redire les noms parce que je me fais chaque fois conspuer, mais parce qu'on n'a plus le droit de dire la vérité. Il y a une bien-pensance du souverainisme ou de la dissidence, de ce que vous voulez, de la résistance, tous ces mots dont on se gorge, qui ne veulent plus rien dire. Et il y a une bien-pensance qui fait qu'on n'a pas le droit de dire « Ah, un tel, il a quoi ?» Ça fait quand même des années qu'il explique que Asselineau, Philippot, il est dans le même sac. Ça fait des années qu'il nous explique que l'euro, c'est pas bien, qu'il nous appauvrit. En réalité, l'euro a surtout permis de nous endetter à bas prix et donc ouvrir pratiquement les guichets de l'endettement permanent pour payer des tas d'allocations, des tas de fonctionnaires dont, je le redis, moi j'ai été fonctionnaire dans les bureaux. Toi, tu as été moins dans les bureaux que moi, mais moi, je me souviendrai toujours quand je suis arrivé à l'Éducation nationale, j'ai dit aux gens, mais vous êtes 2 fois trop nombreux. Et quand je leur disais, je vais vous faire travailler plus pour vous occuper, ils se barraient très vite parce qu'ils ne voulaient pas travailler. Et il faut être capable de le dire. Il y a dans les bureaux de l'administration en France au moins 20% de gens qui ne travaillent pas. Et ma conviction personnelle, c'est que c'est beaucoup plus. Mais ça, on n'a plus le droit de le dire parce qu'on est un horrible libéral. Au passage, quand même, Édouard, j'ai essayé de déposer les statuts d'une nouvelle entreprise pendant les vacances. C'est du délire. Enfin, on a nationalisé l'opération. Déjà avant, c'était les grèves des tribunaux de commerce qui s'en occupaient, c'était pas glorieux. Mais là, maintenant, c'est l'INPI et c'est devenu ubuesque. C'est-à-dire que pour déclarer une entreprise, on doit répondre à des tas de fonctionnaires qui vous traitent comme des chiens et qui vous demandent des choses absurdes. Oui, mais grâce à ça, on a réussi à créer des emplois de fonctionnaires à l'abri de la dette permise par l'euro. Et qui demandent plus d'impôts pour les sauver. Et grâce à ça, on a masqué la perte de compétitivité française. Là aussi, employant des gros mots. Parce que moi, je suis le premier à critiquer une certaine attitude allemande dans l'Union européenne, qui peut être impérative, autoritaire, etc. Mais enfin, du point de vue de Maastricht, les Allemands, ils ont respecté. Ils ont une règle d'or budgétaire. En ce moment, ils sont très embêtés par les propositions de l'Union européenne de créer des defense bonds, de créer des bons du Trésor pour augmenter le budget de la défense, etc., etc. Donc, c'est très différent de ce point de vue-là. Donc, la question de fond, face à un déclin que beaucoup de Français regrettent, mais qu'ils ne veulent surtout pas analyser tel quel, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir faire des efforts. Il y a plein de Français qui trouvent que les efforts, c'est vachement bien si c'est les autres qui les font. Il faut être ça aussi capable de le dire. Je me souviens autour de cette table où nous sommes. Asselineau était venu déjeuner en me disant « Mais si vous dites ça, vous ne serez jamais élu. » Bah ouais, moi je préfère... Lui non plus. Lui pense qu'en mentant, on peut être élu. C'est la politique à l'ancienne. Moi je pense que nous avons besoin aujourd'hui de dire clairement les choses. Il va falloir faire des efforts et il faut arrêter de se mentir. C'est pas lorsqu'on est en déclin et à mon avis en situation d'implosion, c'est pas en rêvant éveillé avec des champignons hallucinogènes qu'on s'en sort. C'est en se retroussant les manches et en se mettant au boulot et pas 35 heures semaine. Et croyez-moi, l'atterrissage, il va être brutal.
La question, c'est qu'avant que cette réalité ne soit mûre pour tout le monde, est-ce que tu penses que nous aurons un gouvernement, et de ton point de vue, est-ce que les institutions de la Ve République peuvent passer le cap de 2025 ? Alors, les institutions de la République, je pense, oui, qu'elles peuvent passer le cap parce que alors, on a peut-être une différence d'analyse là-dessus, mais moi, je pense que oui. Je pense que les institutions de la Ve République, et heureusement, survivront à Macron. Mais je serais prêt, je t'offrirai une bonne bouteille si je perds le pari. Mais peut-être même deux. Mais en revanche, est-ce que le macronisme va survivre à 2025 ? Pour moi, c'est la question. Et je pense que ça devient de plus en plus difficile pour différentes raisons. D'abord parce que on voit bien que on prend toujours les mêmes et on recommence. Et là, j'ai été frappé par la réaction générale dans la population. On a vu revenir Darmanin, on a vu revenir Elisabeth Borne. On voit, Bayrou, c'est quand même pas un perdreau de l'année. Et donc les Français se disent, on se fout de nous. On nous expliquait. Alors, je me mets à la place des électeurs de gauche. Et les partis de gauche qui leur expliquaient qu'ils allaient forcer Bayrou à ne pas garder Retailleau à l'intérieur. Et ils gardent Retailleau à l'intérieur. C'est pas sérieux. Du point de vue des partis de gauche qui disent peser sur le choix. Alors, sauf s'ils veulent faire sauter Bayrou tout de suite. Mais enfin, ça ne fait que... La question de la remise en cause du droit du sol à Mayotte va être un premier test pour le gouvernement qui va arriver très vite. J'imagine mal la gauche, y compris la gauche du macronisme, puisqu'Elisabeth Borne a déjà dit j'imagine mal la gauche survivre à ces crises de fond, en tout cas à ces contradictions internes au macronisme lui-même. Alors, rappelons qu'il y a un mensonge d'origine lors des législatives, qui est que la gauche type LFI et compagnie, la NUPES, a voulu un cartel électoral avec les macronistes après avoir vilipendé les macronistes pendant 2 ans sur le sujet de la réforme des retraites, etc. Donc là, il y a petits arrangements entre amis. Au nom de l'anti-fascisme ou je ne sais quoi, alors que si on regarde bien, quand on est quelqu'un qui tient à la question sociale, on peut dire bon, Marine Le Pen a des défauts, mais au moins elle s'intéresse aux gens. Donc on est dans le grand n'importe quoi. Et ce système-là, en même temps, n'est plus viable. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, on pouvait ignorer le Rassemblement national. Mais aujourd'hui, le Rassemblement national, il pèse plus de 30% des voix au premier tour. Alors c'est vrai qu'on arrive par des subterfuges à l'empêcher de venir au gouvernement au deuxième tour, mais ça marche de moins en moins. Et c'est ça le mensonge d'origine. Ensuite, il y a, moi je trouve, une inconscience des 3 forces politiques, Rassemblement national, macroniste et gauche, sur la question de la dette. Il y a bien un moment où les marchés, mais aussi Trump et quelques autres, vont se dire bon, alors qu'est-ce qu'on fait tomber en premier, la France ou la Grande-Bretagne? Non, mais c'est la théorie la France is too big to fail. Oui, enfin, Lehman Brothers était too big to fail aussi. Je pense qu'à ce jeu-là, tôt ou tard, on se prend les pieds dans le tapis. Bon, moi, mon pronostic, c'est que Macron entraînera la Ve République dans le néant avec lui cette année. Alors, je te rejoins, mais il faut quand même garder un débat entre nous. Donc, je dis, Macron se précipitera dans le déclin lui-même cette année et on verra la fin du macronisme. Bon. Il faudra qu'on fasse une émission sur Javier Milei en Argentine et les bienfaits de ces remèdes de cheval. On est tous d'accord pour dire que c'est douloureux, mais le choix, de mon point de vue, il est entre avoir mal beaucoup tout de suite ou avoir mal énormément plus tard. Mais il n'y a pas le choix entre avoir mal et pas avoir mal. Et plus on retarde le moment où on purge la bête, et plus la purge est douloureuse, voire mortelle. À la semaine prochaine, mes amis, et puis retrouvez-nous mercredi avec Édouard et Thierry Messant, où nous vous parlerons des BRICS et du recul de l'Occident dans le monde. À très bientôt, et puis venez nous soutenir pour défendre la QPC, pour arrêter de nous faire manger la laine sur le dos. À très vite.